Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre webinaire. On attend juste Clémence qui va bientôt nous rejoindre et on va pouvoir commencer. Mais aujourd'hui, on est super content de vous accueillir parce qu'on a hâte de décrypter avec vous l'impact environnemental du numérique et identifier les premiers pas à faire pour le réduire. Donc, téléphone à la main, ou clavier au bout des doigts, le numérique fait partie intégrante de nos vies. Mais qui dit numérique dit aussi un côté obscur pour l'environnement. Et c'est souvent quelque chose qui n'est pas très facile à appréhender. Alors pourquoi quelque chose qui paraît si dématérialisé polluerait-il? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait appel à deux experts en numérique responsable. Donc, on a Thomas avec nous. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais chez Greenly et en quoi consiste ton rôle? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi c'est Thomas, je travaille chez Greenly depuis plus d'1 an maintenant et Greenly en fait qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui permet de faire des bilans carbone de manière digitalisée via une plateforme. Donc l'idée étant justement de pouvoir un petit peu démocratiser cette démarche qui est aujourd'hui très concentrée au niveau de cabinets de conseil. Et du coup, donc, au sein de l'entreprise, je travaille avec une équipe qui est spécialisée dans les enjeux environnementaux du numérique, notamment les émissions de gaz à effet de serre de tous les types d'activités IT qu'on puisse avoir en tête, que ce soit autour des équipements, des consommations de services, des data centers, etc., etc. Super. Ça a l'air super intéressant comme travail et surtout très dans le temps. Et donc, en attendant, Clémence, on avait un petit exercice pour notre audience. Donc, l'idée, c'est de tester un peu vos connaissances sur la pollution numérique avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on vous propose un petit exercice. Vous allez avoir besoin de votre téléphone et il vous suffit juste de scanner le QR code que vous voyez ici à gauche de l'écran et de répondre à la question, de choisir la réponse qui vous paraît la correcte. Alors, je vais juste faire passer Clémence. Alors, voilà. Normalement, Clémence, ça devrait être bon. Est-ce que tu nous entends? Désolée pour ce petit contretemps. Normalement, c'est bon, Clémence. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Bon, excusez-moi, il y a un problème technique, mais je suis connectée depuis 5 minutes, donc je ne comprenais pas pourquoi tu disais que tu m'attendais. Et si c'est bon. Bonjour. T'inquiète, c'est pas de problème, ça arrive. Là, j'ai essayé de parler, ça ne fonctionnait pas, enfin, tout va bien. Ouais, du coup, ça donne le temps aux personnes de répondre à la question. Si tu veux, entre-temps, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton rôle chez Digital for Better? Oui, tout à fait. Merci à tous et encore désolée pour ces petits soucis techniques. On a beau travailler dans le digital et pourtant ça arrive à tout le monde. Donc pour ma part, Clémence Saguel, je suis la directrice des partenariats pour Fruger et je aussi en charge tout le secteur énergie et utilities. Donc les utilities, c'est tout ce qui est lié aux sociétés qui travaillent sur les déchets, l'eau, l'environnement. Qu'est-ce que c'est Digital for Better? Donc, Digital for Better, on est une boîte d'experts du numérique responsable, donc pour vraiment accompagner les entreprises sur toute leur transformation numérique responsable, donc de la feuille de route jusqu'à l'éco-conception. Donc, on a aussi des experts tant techniques que fonctionnels. Et surtout, une de nos forces, c'est d'avoir un outil qui s'appelle Fruger et qui permet de mesurer donc l'empreinte environnementale et sociale du numérique des entreprises, et on accompagne principalement pour notre part les entreprises du CAC 40 et SBF 120, donc voilà, plutôt les grands groupes. Voilà, donc, merci, je suis ravie d'être avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que ça a donné le temps aux personnes de lire la question de l'exercice. Donc la première question, c'est: est-il vrai que les vols en avion ne sont responsables que de 3% des émissions mondiales de CO2,
soit moins que le numérique. Donc, vous pouvez répondre en scannant le QR code, comme au resto, et choisir votre réponse. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui ont répondu. Donc, on va découvrir qu'est-ce que vous avez répondu. Alors, donc oui, c'est la première. Donc, en effet, le secteur du numérique et le secteur de l'aviation sont souvent comparés, mais c'est une comparaison qu'il est essentiel de nuancer, parce que contrairement au numérique, les émissions de l'aérien sont imputables à une minorité d'individus, ce qui représente un impact par personne largement supérieur. Donc, seul 1% de la planète prend l'avion, alors que le numérique est un outil largement mondialisé. Ça, c'était pour la première question. On attaque la deuxième question. Donc, à nouveau, vous pouvez scanner le QR code et répondre à la question. Donc, qu'est-ce qui émet le plus de gaz à effet de serre? La production de 6 jeans, 700 km en avion, 2000 heures en streaming vidéo, ou la fabrication, la distribution et l'usage d'un ordinateur portable. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. On voit les chiffres augmenter de participants. Bon. Du coup, la réponse, c'est en effet la fabrication, la distribution et l'usage d'un ordinateur portable émet plus de gaz à effet de serre que 700 km en avion. Ça fait réfléchir quand même. Donc, et la dernière question. Quel est selon vous le geste le plus éco-responsable? Nettoyer sa boîte email, réduire sa consommation vidéo, allonger la durée de vie de ses équipements. Je vous laisse scanner le code à nouveau pour répondre à la question. Du coup, la réponse, c'est bien allonger la durée de vie de ces équipements. Les autres ont aussi un impact, mais allonger la durée de vie de ces équipements, c'est vraiment le geste clé en numérique éco-responsable, comme on va pouvoir le voir plus tard. Donc, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc, maintenant, on va passer aux explications et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra à la fin. Donc, Thomas, je voulais commencer avec toi. Parce que moi, je me considère une personne plutôt éco-responsable, mais j'admets que c'est que depuis peu que j'ai découvert que regarder une série en streaming, ça pollue. Et c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre, et je pense que je ne suis pas la seule. Est-ce que c'est une réaction que tu as souvent en tant qu'expert quand tu parles de l'impact environnemental du numérique? Oui, tout à fait, hein, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est applicable d'ailleurs de manière générale, que ce soit pour le numérique ou pour d'autres formes d'activité, hein, de comprendre à quel point un geste banal du quotidien, ça peut avoir un impact derrière démesuré. Et alors, c'est vrai que c'est particulièrement exacerbé dans le numérique, parce qu'il y a derrière le numérique toute cette idée de dématérialité, c'est-à-dire du fait que voilà, on a un téléphone qui est très esthétique, un ordinateur qui consomme quasiment pas d'énergie, et voilà, toute cette notion un petit peu de données qui voyagent dans les airs. Mais c'est juste qu'en fait, le numérique, c'est un secteur où les impacts environnementaux sont très localisés, et notamment la fabrication des équipements. Donc, c'est-à-dire que typiquement, votre téléphone, au moment où vous l'achetez et que vous l'avez dans votre poche, il y a déjà 90% du mal qui a été fait parce que c'est l'extraction de métaux en Afrique ou la fabrication dans des énormes usines en Chine qui va provoquer l'essentiel de l'impact. Donc, c'est effectivement normal de ne pas voir effectivement où est l'impact, mais il est là. C'est juste qu'on est dans le cas d'une filière très mondialisée et avec des impacts très localisés que souvent l'utilisateur et le consommateur ne voient pas directement. Du coup, il faut vraiment creuser pour comprendre. Donc, du coup, vient la question du jour pour Clémence. Comment le numérique pollue-t-il? Qu'est-ce qui pollue le plus? Thomas a un peu commencé à répondre et puis on l'a dit avec les questions. Et d'ailleurs, bravo à tous parce qu'en fait, on a un public plutôt averti, hein, vu les bonnes réponses. Mais donc, comme Thomas vient de le mentionner, effectivement, c'est les équipements qui vont être les plus polluants. Donc, quand on parle d'équipements informatiques, il faut
On prend en compte l'ordinateur, téléphone portable, tablette, mais aussi les écrans qui font partie de tout ça, donc les claviers, les souris. Donc ça en fait partie, même si bien sûr une souris ça va pas avoir le même poids, et parce qu'effectivement on va de l'extraction mais aussi jusqu'à la destruction quand on prend un impact, donc on parle d'analyse du cycle de vie, donc c'est du berceau à la tombe, et donc de produire un équipement c'est important, mais aussi comment on va traiter son recyclage et sa destruction, ça a aussi une pollution. Donc c'est ça qu'on prend en compte dans l'empreinte d'un équipement. Et donc tout ce qui va être gestion des data centers, ça c'est un usage qui est plus sur de l'immédiat et qui est lié notamment parce qu'on a une énergie qui est carbonée dans le monde pour la plupart des pays. Donc ça veut dire qu'on utilise des énergies fossiles telles que le charbon. Et donc il y a une forte consommation. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et même souvent, on entend l'eau pour refroidir les data centers ou la consommation électrique des data centers, mais en fait, ça reste quand même la fabrication d'équipements qui est la plus consommatrice sur tous les domaines. Parce que, Thomas le mentionnait, quand il y a de l'extraction de terres rares ou de matériaux pour produire votre équipement, il faut rincer ces terres et ça demande énormément d'eau, ou même parfois on utilise du fracking pour aller chercher ces matériaux, donc c'est de l'eau, etc. Et donc, par principe, l'équipement, c'est extrêmement polluant et extrêmement consommateur sur tous ces enjeux, et notamment qui sont très actuels sur les gaz à effet de serre, mais aussi sur l'énergie et sur l'eau qui est de plus en plus rare. Quand on parle de réseau pour la deuxième ligne du tableau, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, l'infrastructure? Donc tout ce qui est infrastructure, effectivement, on l'a mentionné, on a cette conception un peu d'immatérialisée du numérique. Quand on parle de cloud, les gens lèvent le nez en l'air et ils pensent que leurs data sont stockées dans les nuages. Et en fait, il faut derrière matérialiser que non, un cloud, c'est vraiment hébergé sur des choses physiques. Et donc, un data center, vous, pour avoir Internet chez vous, c'est connecté. Donc, en fait, il y a des câbles. On a beaucoup entendu parler de la fibre pendant un moment. Tous ces câbles, alors ils sont petits pour aller jusqu'à nos maisons, mais ils peuvent être beaucoup plus gros parce qu'ils vont être transcontinentaux. Donc, il y a quand même des câbles qui amènent Internet des États-Unis jusqu'à l'Europe. Il y a aussi, ça peut aussi passer par des satellites ou des antennes. En fait, encore une fois, la 4G et la 5G, c'est des antennes qui sont déployées, c'est des réseaux, c'est des câbles électriques, c'est du verre. La fibre optique, c'est fait à base de verre. Et donc, quand on parle d'infrastructure, ça va être tout ça. C'est toutes les antennes et tous les câbles qui vont relier pour qu'on ait Internet. Et ça peut être des équipements énormes. Et on ne s'en rend pas compte parce que nous, on a une petite box chez nous, on se dit, bon, c'est pas très gros, les antennes, on les voit même plus. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas sur les toits de Paris ou d'ailleurs reconnaître une antenne télécom. Et donc tout ça, c'est l'infrastructure. Donc, c'est les câbles. Voilà, dites-vous que l'infrastructure, c'est les câbles et antennes qui relient un data center à un autre, si je le simplifie. Ok. Donc, on voit bien que c'est vraiment la partie des équipements qui pollue le plus. Si tu avais une règle d'or à donner de numérique éco-responsable, ça serait laquelle? La règle d'or du numérique éco-responsable, c'est déjà de se former, je voudrais le dire comme ça, sur l'impact. Puisqu'il faut comprendre, parce que là, je pourrais vous donner, la règle d'or, c'est-à-dire c'est une conséquence pour réagir à une cause. Et en fait, il faut comprendre c'est quoi les causes. Donc là, on les a expliquées, mais ces causes, elles peuvent être évolutives, donc il faut rester à jour. Mais la règle d'or à date, avec les données qu'on vient de vous montrer, c'est protéger vos équipements et prolonger leur durée de vie. Protéger vos équipements, parce que donc c'est prolonger la durée de vie et comment vous la prolongez, notamment physiquement. On oublie parfois, parce qu'on va parler d'usage plus tard, mais physiquement, de mettre une coque à votre téléphone, de mettre une protection d'écran, c'est déjà énorme. Et du coup, tu nous avais partagé 5 gestes à véritable impact. Est-ce que tu peux nous les présenter?
Oui, volontiers. Et donc, on est vraiment dans cette logique donc, en fait, déjà, quand on est dans le numérique responsable, parce là, on a un prisme qui est vraiment centré autour de l'impact environnemental. Il y a aussi un impact social qu'on ne mentionne pas ce soir, hein, mais il faut aussi qu'on l'ait. On pourra faire un autre sujet à ce propos. En tout cas, sur les 5 gestes, déjà, il y a une notion du numérique responsable, c'est aussi on s'inscrit dans de l'économie circulaire, on s'inscrit dans la RSE, donc on n'essaie pas de créer de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment dans une logique si vous connaissez un peu l'économie circulaire, c'est de moins consommer, de consommer mieux, de recycler, de réutiliser. Et donc, c'est les mêmes logiques, en fait, qu'on applique au numérique. Et donc, il y a cette logique, effectivement, qui est liée au matériel, c'est de le conserver le plus longtemps possible, puisque dès que vous rachetez du matériel, même s'il est reconditionné, il y a quand même un impact et il est important. Donc, de favoriser le réemploi, ça va être effectivement quand vous vous retrouvez un peu au pied du mur, c'est justement d'avoir du matériel reconditionné et vous de mettre votre ancien matériel en reconditionnement. Donc, c'est la double action. C'est vous allez acheter du reconditionné, mais n'oubliez pas de remettre dans le circuit votre matériel. Vous ne savez pas le retraiter, mais maintenant, notamment dans le numérique, il y a plein d'organismes qui sont capables de récupérer du matériel qui soit issu de particuliers ou d'entreprises. Et donc, pour que vous puissiez racheter de reconditionné, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a mis dans le circuit. Donc, il faut vraiment être aussi dans cette logique de recycler aussi, parce qu'un matériel que vous laissez chez vous, il n'est pas réutilisé, donc potentiellement, ça va limiter l'offre. Il y a un autre enjeu qui est de réduire le nombre de matériel possédé. Par exemple, moi, j'ai longtemps eu 2 téléphones portables, un pro, un perso, et de se dire, en fait, aujourd'hui, on a des téléphones, par exemple, si je garde cet exemple, qui nous permettent de décorréler notre vie pro et perso, par exemple, avec la possibilité d'avoir 2 cartes SIM, donc 2 numéros actifs, ou de se dire avec un seul numéro, mais vous pouvez conditionner vos téléphones pour qu'ils sachent dire quand vous êtes au travail d'avoir que des notifications professionnelles, ou quand vous êtes à la maison, d'avoir que les notifications personnelles. Et donc, ça permet aussi de gérer sa vie. Et surtout, quand on rachète du matériel, si par exemple, je ne sais pas, vous avez un triple écran qui tombe, vous n'allez pas racheter un nouvel écran, qu'il soit reconditionné ou pas. Vous dites, je me contente aujourd'hui de ce que j'ai ou tout ça. Pourquoi favoriser une connexion par Wi-Fi ? Donc là, on sort de premier impact qui est le matériel. On a vu, c'est ce qui aimait le plus. Et la connexion Wi-Fi, parce qu'en fait, par rapport à une connexion 4G, c'est ce qui consomme le moins. C'est ce qui a le moins de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est par rapport aux infrastructures qui sont employées. Et donc effectivement, c'est une... Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Si Thomas, tu les as, n'hésite pas sur la différence. Mais il y a vraiment un ordre de grandeur assez conséquent entre est-ce que si vous passez par le Wi-Fi au lieu d'utiliser votre 4G ou 5G, par exemple, pour streamer, ça change beaucoup sur votre impact. Thomas, ouais, tu veux compléter ? Oui, effectivement, je crois que c'est au moins quelque chose comme un facteur 4 ou 5, voire plus. Effectivement, juste de passer de 4G, alors 5G, on n'en parle même pas, à Wi-Fi, parce que ça permet justement de passer par un réseau beaucoup plus courte portée et qui du coup consomme beaucoup moins de data, oui. Cécile a une bonne remarque sur le chat. Nous dit, bon, on a vu vos têtes, on est quand même en train de parler de numérique responsable. Est-ce que vous ne voulez pas éteindre vos caméras ? Moi, ça me va bien. Moi aussi. On peut faire ça, oui, effectivement. Parfait. Hop. Et donc, effectivement, connexion Wi-Fi, et il y a aussi effectivement tout ce qui est lié à la vidéo qui prend beaucoup plus de bande passante que le reste. Et enfin, il y a une solution assez bête à laquelle on ne pense pas forcément, réduire son temps passé en ligne, à streamer du contenu qui n'est pas toujours... essayer de se dire, effectivement, quand on passe du temps en ligne, déjà, il y a un impact mental, mais il y a aussi en fait un impact parce que là, on parlait de réduire les caméras parce que ça réduit la bande passante, et en fait, simplement de moins utiliser Internet, c'est aussi très important. Ouais, ça donne plein de pistes. Peut-être plus de pistes que celles qu'on entend souvent, qui est de nettoyer sa boîte email. Et avec
un impact beaucoup plus fort. Du coup, au-delà du niveau individuel, moi, par exemple, je suis salariée au sein d'une entreprise et le numérique est très présent dans mon quotidien, que ce soit dans l'utilisation des équipements ou la production de contenu digital ou le développement de notre site web. Donc, Thomas, je me demandais, est-ce que les entreprises, elles ont en ce moment une obligation de réduire la pollution numérique qu'elles produisent? Alors, pas vraiment directement sur le numérique. Aujourd'hui, finalement, la seule obligation que les entreprises ont, c'est une entreprise plus générale, typiquement sur les émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient liées au numérique ou pas. Et même cette réglementation est encore très limitée, parce que c'est les entreprises de plus de 500 salariés qui ont obligation de faire au moins un bilan et du coup, derrière, potentiellement une réduction de leurs émissions tous les 4 ans. Mais la réduction elle-même n'est même pas obligatoire. Donc, autrement dit, aujourd'hui, il n'y a rien qui existe. Mais après, on a quand même aujourd'hui, donc sur le numérique en particulier, quelques réglementations qui arrivent. Donc, notamment sur la partie, comme disait Clémence tout à l'heure, recyclage, réutilisation, réemploi, la loi AGEC, qui est sortie il y a 2 ans maintenant et qui donne justement certaines obligations, notamment les acteurs publics, de se sourcer en une certaine part d'équipements, soit recyclés, soit réutilisés. Et sinon, très récemment, on a aussi eu la loi REEN, donc REEN pour réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui, elle, alors, donne plus voilà, un cadre sur, on va dire, les bonnes pratiques à appliquer en entreprise, mais encore une fois, pas d'obligation. Donc finalement, aujourd'hui, l'essentiel des initiatives, on va dire Green IT, que ce soit en France ou ailleurs, sont des initiatives volontaristes. Et on peut citer notamment quelques grands groupes qui sont très avancés là-dedans, comme La Poste, Pôle emploi, Société Générale. Mais c'est encore voilà, un sujet très intime à l'échelle justement de ces grosses structures, on va dire. Est-ce que tu penses qu'il y aura bientôt des obligations ou c'est encore loin? Alors, je ne sais pas forcément quoi interpréter de ma boule de cristal, mais ce qui est sûr, c'est que de manière générale, sur tout le domaine environnemental, on va vers plus de réglementation. Parce que voilà, les entreprises sont de plus en plus conscientes et qu'aujourd'hui, de toute manière, les impacts environnementaux se font de plus en plus sentir, hein. Je vais prendre un exemple dans le numérique, hein. Il y a l'an dernier, avec les hautes températures en Europe, il y a des fournisseurs de services cloud qui ont été obligés d'accélérer certains projets je ne connais plus le terme anglais, mais en gros, une technologie pour refroidir encore mieux les serveurs en les immergeant dans l'eau. Justement parce qu'avec les hausses de température, ça a causé des dysfonctionnements et des dégradations de services. Donc, l'enjeu est là, et comme derrière, c'est des répercussions qui sont déjà très souvent économiques, c'est au moins via cette variable-là que les acteurs vont se dépêcher d'y aller et que la réglementation va finir par rattraper justement l'élan volontariste des pionniers. Ouais. Ok. Et si une entreprise souhaite s'engager volontairement maintenant sur ce sujet, quels sont, selon toi, les premiers pas à faire? Effectivement, là-dessus, je pense que je vais reprendre un peu la réponse de Clémence. Donc déjà, il y a une partie formation quand même qui sera assez essentielle parce que l'idée, c'est que justement, c'est un sujet qui est un petit peu ésotérique et où parfois on peut avoir plein de notions en la matière qui ne sont pas forcément les plus pertinentes ou les plus rationnelles ou les plus priorisées. Donc l'idée, c'est déjà voilà, un petit peu de dégrossir et de comprendre comment se construit l'impact numérique de son entreprise. Donc, c'est là où la première action, c'est de calculer l'empreinte numérique de son entreprise. Donc, ça peut être une empreinte purement technique, hein, de voir par exemple les dépenses financières ou même techniques de ses services et de ses équipements. Et évidemment, derrière, ça peut être surtout, par exemple, une empreinte carbone ou une empreinte matière pour vraiment avoir la traduction environnementale de ces activités. Et après, une fois qu'on a fait cet audit, justement, on est capable d'identifier les leviers les plus importants à déployer. Et donc là-dessus, en fonction justement de son activité, on a plusieurs stratégies. Donc déjà, ne serait-ce que par le fait qu'on a au moins des terminaux utilisateurs dans son entreprise, donc des ordinateurs, quelques équipements réseau, etc., c'est d'optimiser la consommation électrique de ces équipements.
Donc, ça peut être soit par le temps d'utilisation, l'intensité d'utilisation, ou le fait aussi de se sourcer en équipements qui sont bien conçus. Donc, il y a typiquement aujourd'hui, dans l'IT, des normes, des labels d'efficacité énergétique comme TCO ou IPIT à l'international. Après, l'allongement de la durée de vie des équipements. Donc ça, c'est peut-être une des choses qui peut être les plus faciles à faire en fonction de la nature des équipements. On doit dire, par exemple, voilà, aujourd'hui, un smartphone qui dure en moyenne 2 ans de vie, d'essayer de le faire aller sur 3 ans, voire 4. Pareil, évidemment, pour des ordinateurs ou des machines plus importantes comme des serveurs, alors qui sont déjà des machines où la durée de vie est assez longue, mais on peut toujours faire plus, justement, en optimisant toujours mieux leur utilisation. Et puis après, surtout, je dirais ce qui va concerner énormément d'entreprises, surtout, on va dire, pour des entreprises françaises qui sont finalement pas tellement des fabricants d'équipements, c'est la partie service. Et sur la service, certainement, il y a 2 grandes familles un petit peu connues. Donc, c'est à la fois l'hébergement web, donc le fait, par exemple, d'aller voir Google ou Amazon pour héberger ses applications, ses données. Et là, il y a des leviers assez importants parce que c'est des services qui consomment énormément d'énergie, parce que c'est des data centers avec des machines qu'on essaye toujours de pousser au maximum en permanence. Et donc là, typiquement, il y a un plan d'action qui est relativement simple sur le plan carbone pour l'hébergement de données. C'est de relocaliser ces services en France. Pourquoi? Au-delà du fait que les machines françaises sont plus optimisées qu'ailleurs, ce qui n'est pas vraiment le cas finalement, c'est surtout que l'électricité française est peu carbonée, notamment grâce au fait qu'on est un des pays avec justement la capacité de production d'électricité la plus verte, entre guillemets, donc principalement notre parc nucléaire qui aujourd'hui tient pour à peu près 70% de la production totale d'électricité. Et rien que là-dessus, on peut par exemple observer des réductions de l'empreinte carbone d'un facteur 6, 7 ou 8 par rapport à un hébergement en Irlande, qui est aujourd'hui un pays qui accueille énormément de data centers, typiquement de Google ou d'Amazon. Donc, il y a un sujet sur l'hébergement, voilà, la localisation géographique, sur la performance des machines aussi. C'est-à-dire en fonction des processeurs utilisés sur les machines, derrière, on ne doit pas mobiliser la même quantité d'énergie pour produire des ressources. Donc ça, c'était voilà, le premier grand sujet autour des services. Et après, il y a aussi un sujet autour, je dirais, on va dire des SaaS, des services web intégrés. Donc voilà, l'utilisation de tout un tas de logiciels pour faire tourner son entreprise. Et aussi, peut-être un autre volet autour du marketing digital. Là aussi, on ne se rend pas souvent assez compte de la quantité monstrueuse de données qui peut partir lorsqu'on fait une campagne de pub via des réseaux sociaux, lorsqu'on travaille sur le référencement de son site web. C'est énormément de données aussi qui transitent par ces canaux-là. Et l'idée étant justement de contenir un petit peu, on va dire, cette démarche-là pour garantir à la fois justement un retour sur investissement financier de ces opérations, tout en essayant de ne pas cliquer sur un bouton pour un oui, pour un non, et du coup de déployer derrière des données qui souvent en plus vont être peu exploitables, peu utilisées, et encore moins derrière pilotées via un outil de tracking de ces campagnes. Donc globalement, je dirais pour terminer, un enjeu de sobriété aussi, est vraiment d'utiliser au mieux la ressource qu'on a à disposition et de ne pas se dire qu'on a un budget illimité. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça l'est, puisque les services numériques coûtent quand même relativement peu cher. Mais avec le temps, en continuant à dépenser autant de ressources, ça le deviendra de plus en plus, pour le coup. Du coup, ça donne plein de pistes, que ce soit faire un audit ou bien choisir ses partenaires numériques ou l'hébergement de ses données. Et j'imagine que, enfin, comme vous l'avez mentionné avant, une grosse partie du travail, c'est former les gens sur cette question. Et Clémence, comment on pourrait sensibiliser nos dirigeants ou nos collègues sur l'importance de ce sujet et faire du numérique responsable un objectif RSE? En fait, il y a une première chose, c'est déjà, il n'y a pas trop le choix. Non, mais il y a des éléments très concrets, mais sur la sensibilisation, disons que donc il y a des outils qui existent, et je vais le mentionner
la phase du numérique, mais en amont, finalement, il y a une sensibilisation qui arrive, alors pas assez vite, mais par défaut. Donc, on a parlé des obligations de publication de la performance extra-financière. Et aussi, c'est un sujet qui est arrivé sur la table au cours de l'année dernière, puisque les factures des hébergements ont explosé. Il y a quand même des entreprises qui ont fait faillite à cause de l'augmentation. Donc, ce n'est pas un sujet anodin, ou de la consommation en eau, où il y a des grosses contraintes. Donc, il y a une première sensibilisation, et c'est tant mieux, qui est liée, comme on l'a dit, soit par la réglementation qui évolue, soit par les enjeux notamment de performance énergétique, et donc aussi de maintenir les opérations. Aujourd'hui, on a beaucoup digitalisé, et donc il faut être sûr de la robustesse de nos systèmes d'information pour permettre aux opérations de continuer à tourner. Mais effectivement, à l'échelle plus globale et d'une entreprise, il y a des outils très ludiques, et notamment la fresque du numérique, donc qui est une déclinaison de la fresque du climat que certains aussi d'entre vous connaissent peut-être, qui permet de comprendre les enjeux. Donc un peu ce qu'on a mentionné, et rapidement, parce que finalement, voilà, on n'a qu'une heure et c'est un sujet très vaste que le numérique responsable. Mais c'est de comprendre, c'est d'où vient cette pollution, qui est l'impact, et c'est quoi tous ces processus impactants. Et donc, notamment, ce qui est intéressant sur la fresque du numérique aussi, c'est que vous avez donc bien sûr l'aspect environnemental, mais il y a aussi un aspect social qui est pris en compte, notamment pour les personnes qui vont extraire les matières premières pour faire nos équipements. Donc, en fait, dans les mines, il faut savoir que c'est souvent des enfants qui sont utilisés parce qu'ils sont plus petits. Donc, pour passer dans les trous, c'est pratique. Et aussi, il y a tout un sujet en ce moment qui est un peu ressorti, notamment avec ChatGPT, sur comment le web est rendu sûr. Donc, c'est-à-dire que nous, on soit exposé à moins de violence. Et en fait, c'est pas fait automatiquement. C'est qu'il y a des personnes qui vont entraîner les algorithmes. Et souvent, c'est pareil, c'est des personnes qui sont très, très peu payées dans des pays en développement. Et donc, il y a aussi ces aspects-là qui sont abordés. Alors, bien sûr, pas dans le détail, dans la fresque, mais ça permet d'avoir une meilleure compréhension des enjeux. Voilà. Et c'est vrai que c'est un outil assez ludique qui peut être fait en équipe. Et donc, ça permet d'engager à échelle au sein des industries. Et puis, c'est ça. C'est vrai que c'est important de rappeler que c'est une problématique tant environnementale que sociétale. Donc, merci d'avoir rappelé ça. Et je voulais juste poser une dernière question avant de laisser place à toutes les questions que je vois dans le chat. C'est une question un peu plus profonde. Mais aujourd'hui, par exemple, mon travail, comme celui de beaucoup d'autres, se dissocie difficilement du numérique. On l'utilise tout le temps et on n'a pas vraiment le choix en ce moment. Donc, ma question, c'est un peu philosophique, mais dans un monde qui se digitalise de plus en plus, comment pouvons-nous allier la digitalisation croissante et la sobriété numérique? Je vous laisse cette question un peu philosophique. Thomas, tu veux répondre ou... On a perdu Thomas, donc je vais faire un premier élément de réponse, puis s'il veut compléter. C'est intéressant parce que j'ai aussi parcouru rapidement les questions ou les remarques. Et en fait, c'est tout l'enjeu aujourd'hui du numérique responsable, c'est de se dire on a besoin du numérique dans certains domaines, notamment on parle de performance énergétique, on parle d'optimisation de nos processus. En fait, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on a digitalisé énormément de choses qui n'avaient pas vraiment d'importance à être digitalisées. On s'en est rendu compte, et ça a été des études faites par le Gartner et McKinsey qui ont montré les milliards investis, et je parle bien de milliards investis en transformation numérique, et sur les gains obtenus. Et en fait, c'est très faible. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu se passer de numériser, et c'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on maintient sur les systèmes d'information, qu'est-ce qui est vraiment important, ou par exemple, nous, on peut accompagner nos clients quand ils viennent avec un besoin, et leur dire est-ce que vraiment il y a besoin d'une application mobile en plus de l'application serveur, ou d'un site internet par exemple, ou est-ce que
sur un site internet ou une application mobile, vous avez besoin de tant de fonctionnalités. Ou par exemple, là, ça peut être sur les campagnes de com que vous faites. Comment est-ce que la campagne de com, finalement, on a besoin de telle manière, et puis surtout à quoi elle sert cette campagne de com? Est-ce que c'est à consommer plus? Est-ce que c'est à sensibiliser? Et on a vraiment aussi nous ce questionnement, puisque par exemple on fait un webinaire en ce moment qui est en ligne, où on est plusieurs à être connectés, où on partage et aussi on utilise Internet. Et donc il ne faut pas non plus être radical. C'est pour ça qu'il faut se former et que c'est extrêmement important pour comprendre vraiment les enjeux et pour après pouvoir arbitrer. Et c'est ce qu'on fait, nous chez Digital for Better et je suppose chez Greenly aussi, c'est qu'on a vraiment cette force pour accompagner nos clients pour arbitrer. Et pas de se dire ça c'est l'état de l'art et maintenant on va être complètement ayatollah et puis en fait déconnecté. C'est ça, là j'ai eu une personne qui a fait la remarque sur le chat, il faut réduire son usage internet, dans ce cas-là on coupe la communication. En fait non, ça sert à rien, on va pas aller dans les extrêmes. Par contre, quand on a fini ce webinaire, et de se dire peut-être que je vais pas aller sur un réseau social et je vais juste, je sais pas, prendre un livre. Voilà, c'est ça qu'il faut questionner. Et à l'échelle des entreprises, c'est vraiment pourquoi on numérise. Est-ce qu'on a vraiment calculé l'enjeu qu'on en attend? Est-ce que c'est vraiment essentiel? Et d'arbitrer maintenant avec l'empreinte et sociale et écologique qu'on commence à savoir mesurer, ça permet vraiment de mettre dans la balance des enjeux, notamment pécuniers, de performance et aussi avec les externalités négatives associées à tout ça. Donc ta réponse, pour avoir une réponse à ta question philosophique, c'est vraiment à chacun de se poser la question à quoi ça sert quand j'utilise un outil numérique. Et dans quelle proportion, et c'est quoi l'objectif à atteindre, et est-ce que cet objectif il sert les valeurs de l'entreprise ou mes valeurs individuelles, et ça participe à ce que je souhaite mettre en place. Ouais, c'est de mettre en marche ce questionnement en fait. Tout à fait. Mais, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle réponse. Je ne sais pas si on a perdu Thomas ou pas. Non, effectivement, je suis toujours là. C'est juste que je vais parler, mais avec mon micro coupé, du coup, ça ne marche pas très bien. Je pensais qu'on t'avait perdu. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage, Clémence et Thomas. Maintenant, je vais laisser la parole à Mina, qui va poser les questions de l'audience. Il y en a pas mal, donc je vais vous laisser répondre ensemble. Enchantée. Alors, je me permets d'intervenir pour du coup vous poser toutes les questions qui ont été posées tout au long du webinaire. Et déjà, merci beaucoup pour ces contenus. On a eu pas mal de questions avec pas mal aussi parfois de réponses. Et on va laisser du coup nos professionnels vous donner leur point de vue sur les questions, en sachant qu'on va donc commencer par la toute dernière qui est: est-ce que la question du numérique responsable ne résume pas à une planification de redescente numérique, i.e. donc identification de services essentiels et la manière de débrancher tout ce qui a été jugé non essentiel? Est-ce que, je sais pas si Clémence ou Thomas, vous avez une réponse? Oui, effectivement, je pense que ça reprend un petit peu ce que Clémence a dit, hein, c'est d'arriver à hiérarchiser les usages et de ne pas jurer systématiquement que par l'innovation technologique et le toujours plus high-tech. Alors, il y a effectivement deux sujets, hein. Il y a cette escalade à la technologie, je pense notamment en ce moment avec pas mal de sujets autour tout ce qui tourne autour du Web 3, on va dire la nouvelle génération web avec l'intelligence artificielle, la blockchain, le métaverse, ce genre de choses. Il y a évidemment là un sujet qui est de comprendre quel impact auront ces nouvelles technologies dans nos systèmes, et est-ce que ça vaut le coup d'aller dans ces trucs-là si on se dit que derrière le coût, on va dire social, énergétique est monstrueux. Alors, spoiler, effectivement, ça l'est. Mais voilà, encore une fois, c'est parce que on manque aujourd'hui d'outils pour mesurer et comprendre ce que ces usages impliquent que c'est compliqué aussi d'arbitrer. Et après, oui, et sinon, on peut pousser la logique encore plus loin jusqu'à évoquer, par exemple, la notion de low-tech, donc en opposition à la high-tech. Et c'est effectivement de reprendre conscience à quel point aujourd'hui, on a surcomplexifié certains systèmes, certains usages ou certains services, alors que finalement, avec des
solution beaucoup plus simple, on va dire beaucoup plus, alors certains diront arriérée, mais d'autres diront simplement efficace et essentielle. On arrive effectivement à quelque chose qui, on va dire, atteint 80% du besoin. L'exemple par excellence de la low-tech, c'est le vélo. C'est-à-dire qu'effectivement, on est parti il y a une centaine d'années avec une population urbaine qui se déplaçait énormément en vélo et à cheval. On est passé au tout voiture et puis finalement aujourd'hui on se dit que c'est peut-être pas si bête que ça de reprendre un vélo parce que finalement on a tous entre 3 et 9 kilomètres à parcourir pour 90% de ce dont on a besoin de faire dans notre vie et pas besoin d'avoir un SUV 4 roues motrices qui pèse 2 tonnes 8 pour aller acheter sa baguette de pain. Donc, c'est évidemment un sujet qu'il faut amener notamment dans le numérique, où on a peut-être un peu plus de mal que dans d'autres secteurs à comprendre qu'il y a des enjeux de frugalité derrière qui sont possibles. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a certaines régions, certains pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, et comme par exemple l'Afrique, qui eux, justement, ont dû passer directement de pas grand-chose à des solutions numériques pour répondre à des besoins ultra essentiels. Et c'est notamment en Afrique où on se rend compte qu'il y a des systèmes numériques qui sont ultra efficaces parce que se concentrent sur le cœur de ce que le service doit apporter et n'apporte aucune fioriture autour. Et du coup, derrière, en consommant des ressources numériques vraiment dérisoires. Donc, c'est pour le coup des exemples comme ça dont on peut arriver à s'inspirer pour imaginer un monde qui n'est pas 100% high-tech, mais c'est évidemment assez compliqué et c'est tout ce sujet de comprendre le phénomène environnemental derrière la technologie qui est peut-être l'enjeu court terme le plus important. Super, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Et on va poursuivre par la question d'Élodie, qui est: est-ce qu'il existe des pistes pour éco-concevoir nos équipements numériques, trouver des alternatives aux métaux rares, etc. Est-ce que peut-être Clémence, tu as des éléments pour répondre? Pour éco-concevoir ou pour... parce que je n'ai pas entendu toute la question. Pardon. Éco-concevoir nos équipements numériques, donc dans le sens où trouver des alternatives aux métaux rares et ainsi de suite. Alors, c'est un peu compliqué parce que métaux rares, en fait, on en a besoin pour les batteries. Aujourd'hui, il y a plein de recherches pour voir comment optimiser ça, mais il n'y a pas de solution vraiment sur les systèmes de batterie. Par contre, effectivement, il existe des... Alors, je vais citer Fairphone, qui est une marque qui, justement, fait des téléphones plus éco-responsables et donc socialement et écologiquement. Et donc, alors, la batterie reste une batterie, malheureusement, sauf que les matériaux utilisés dans le sourcing des matériaux et surtout, il y a un des objectifs de Fairphone, c'est de faire que le téléphone soit, qu'on puisse changer les matériaux soi-même. Et donc, au lieu que aujourd'hui vous avez un iPhone qui tombe en panne, vous êtes obligé de changer tout le téléphone parce que vous ne pouvez pas l'ouvrir, tout est fait pour que vous soyez obligé de changer l'ensemble du téléphone. Aujourd'hui, le but de Fairphone, c'est que ça soit réparable, par exemple. Et donc, il y a des entreprises qui travaillent à faire que ça soit mieux éco-sourcé avec des matériaux moins impactants. Et donc la réponse est oui. Après, sur les terres rares, en tout cas à ma connaissance, je ne sais pas si Thomas a d'autres éléments, ou d'ailleurs les gens dans l'Assemblée aussi, puisqu'on n'est pas les seuls porteurs de réponses. Moi, je n'ai pas connaissance sur les terres rares qu'on puisse réduire, qu'on ait une alternative. Oui, effectivement. En fait, aujourd'hui, de toute façon, ce marché-là est détenu. Alors, les terres rares en particulier, je crois qu'il y a 97% de la production mondiale qui est en Chine. Et justement, pourquoi à la base cette industrie elle est dans ces pays-là? C'est précisément parce que il y a une notion de pollution monstrueuse assez incompressible. Et alors, je crois que typiquement, on avait un moment introduit la notion de mine responsable et de potentiellement reconstruire une filière minière en France sous ce paradigme-là. Mais dans les faits, à ce stade, c'est encore quelque chose de très théorique et on va dire une mine responsable, c'est pas encore quelque chose qui a pu être observé parce que c'est foncièrement une activité qui ne peut pas l'être vraiment jusqu'à un certain point. Donc, ouais, je dirais qu'il n'y a pas spécialement d'alternative reconnue à ce stade, à ma connaissance. Ouais.
Super. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et on va enchaîner avec la question de Maëva qui est: pensez-vous que l'inflation va véritablement menacer les initiatives d'entreprise en termes de transition énergétique? Je peux faire un premier élément de réponse. En fait, c'est intéressant parce que là, quand j'ai lu la question, je me suis dit, bah, c'est plutôt pour moi censé les accélérer. Un peu on mentionnait, il y a un énorme enjeu justement de consommation énergétique lié à la digitalisation, donc ça consomme énormément. On est en train de recharger en permanence nos appareils, les écrans, les télés, tout ça, ça reste connecté. Et puis surtout les data centers, donc il y a une grosse consommation énergétique associée. Donc on est plutôt dans une démarche de se dire, aujourd'hui, des entreprises qui avaient par exemple des projets de déploiement d'Internet des objets, donc d'IoT. Donc, c'est plein de capteurs qui utilisent de la batterie, qui vont aussi générer des données. Donc, des données, ça doit être stocké. Donc, c'est plus voilà, ça coûte plus cher, etc. Donc, il y a pour moi plus une logique où l'obligation de performance énergétique va faire une prise de conscience qui va permettre d'accélérer cette transition, en fait. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue, Thomas. Oui, oui, complètement, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, plus en plus d'entreprises se rendent compte que doivent devenir résilientes, justement, vis-à-vis de ces enjeux environnementaux. Alors là, on parle d'inflation, mais finalement, c'est à peu près la même chose, hein. C'est que là, l'inflation est liée à une pénurie d'énergie. Demain, cette pénurie d'énergie, si elle n'est pas due à une guerre, elle sera due à d'autres conflits, elle sera due à justement un manque d'approvisionnement de base. Le fait que le pic pétrolier ait été dépassé et que d'ici une vingtaine d'années, le pétrole coûtera bien plus cher à être extrait que si on l'avait laissé dans le sol. Donc, effectivement, cette notion de résilience, c'est de dire comment est-ce que moi, en tant qu'entreprise, je me rends assez hermétique ou du moins capable de réagir positivement à un choc, à quelque chose dans ma chaîne de valeur que je ne maîtrise pas. C'est un enjeu qui est pris de plus en plus sérieusement par tout le monde, et d'ailleurs pas que les grands groupes, hein, mais aussi les PME, les ETI et dans une moindre mesure les TPE. Mais évidemment, oui, dans un premier temps, on peut se dire effectivement le fait que les dépenses augmentent a tendance à se dire qu'on va réduire les budgets dans on va dire les projets RSE environnement. D'un autre côté, c'est justement parce qu'on prend en compte ces enjeux qu'on permet l'optimisation des opérations et notre capacité justement à les garantir à un certain niveau, quels que soient, on va dire, les phénomènes extérieurs qui agissent sur l'activité. Génial. Merci beaucoup pour ces réponses. Et on va enchaîner avec une question de Avi qui est: est-ce que l'utilisation de cloud computing est plus intéressante pour la planète, que ce soit via AWS, Microsoft Azure ou même via Shadowblade? Et une deuxième question aussi qui est: est-ce que Daisy d'Apple est une vraie solution sur le recyclage des appareils? Alors, je ne connais pas Daisy, par contre, je peux peut-être apporter une réponse pour le cloud. Oui. Alors, aujourd'hui, sur le plan purement effectivement énergétique, le cloud, c'est intéressant par rapport au fait, par exemple, d'avoir son propre serveur dans ses locaux ou même de passer par un prestataire qui permet de louer des machines entières, physiques. Parce que justement, le cloud permet sur une même machine d'y assigner plusieurs utilisateurs, plusieurs clients différents, et du coup de faire en sorte que la machine est constamment utilisée, on va dire, au maximum de sa capacité. Maintenant, le problème du cloud, et justement en citant les gros type Amazon, Google, Microsoft, c'est que c'est des data centers énormes qu'il y a derrière, évidemment. En Europe, typiquement, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de data centers des GAFAM sont situés en Irlande. Alors, essentiellement pour des raisons fiscales, mais et peut-être aussi d'autres raisons. Et en fait, le problème aussi passé par du cloud, c'est qu'on éloigne les centres de données des utilisateurs, des consommateurs finaux de données, et ce qui engendre aussi derrière un impact sur le réseau qui est beaucoup plus important. Donc, c'est aussi pour ça aujourd'hui que, par exemple, on amène aussi la notion de edge computing, qui est en gros une variante du cloud qui serait un peu, justement un peu à cheval entre avoir des petits data centers assez locaux pour limiter cet impact lié au transfert de données,
tout en ayant quand même cette optimisation de la machine derrière pour que, on va dire, le kilowattheure dépensé, il soit dépensé pour produire un maximum de capacité de stockage ou de calcul. Donc, c'est pas si évident que ça comme décision à prendre. Et aussi, il ne faut pas aussi oublier le fait que voilà, aujourd'hui aussi, c'est un marché qui est détenu que par un très petit nombre d'acteurs, le cloud computing. Un très petit nombre d'acteurs aussi qui a une tendance au greenwashing parfois assez importante, en faisant des déclarations comme quoi ils seront net zéro émission d'ici quelques années parce qu'ils achètent des certificats d'origine en énergie renouvelable ou ce genre de choses. Et ça amène aussi, voilà, de manière générale, ce problème dans le numérique d'avoir un monopole dans un secteur où derrière, lorsque justement des acteurs européens veulent un peu faire face à des acteurs américains pour imposer des réglementations environnementales, c'est toujours un rapport de force qui penche systématiquement côté GAFAM. Il y a aussi voilà, cet enjeu peut-être sur la souveraineté de manière générale qui fait que il faille voilà, prendre en compte finalement beaucoup de variables en jeu pour décider de passer dans du cloud ou rester dans du data center classique. Super. Et en Pour poursuivant un petit Daisy, ouais, non, juste pour répondre à peu. l'autre question que tu avais posée, c'était Daisy. Donc Daisy, c'est un robot mis en place par Apple qui permet de désosser des téléphones portables pour réutiliser les matériaux. Enfin, pour moi, c'est un peu un effet d'annonce, mais après, d'ailleurs, c'est quand on regarde la publication, enfin les publications internet, elles ne sont pas extrêmement récentes, enfin, ils ne communiquent pas beaucoup dessus. Et il faut savoir aussi que le problème, notamment, en fait, on parle des terres rares, c'est qu'on ne sait pas aller les récupérer une fois qu'elles sont utilisées dans des batteries. Donc, il faut imaginer que c'est comme les terres rares, c'est comme si vous avez différents ingrédients quand vous faites un gâteau. Donc, quand vous avez de la farine, du sucre, etc., une fois que vous avez fait la pâte, vous ne pouvez plus aller chercher, oui, il y a bien de la farine, du sucre et du sel dans votre pâte, mais vous ne pourrez jamais aller récupérer l'ingrédient par ingrédient. Et donc, c'est la même chose en fait sur les terres rares dans les batteries. On ne sait pas vraiment aller rechercher ces éléments parce qu'ils sont mélangés, ils sont transformés, etc. Et donc, Daisy, je ne connais pas très bien, mais je ne suis pas sûre que ça soit comment dire, transcendant comme solution. Ce qu'on attend et ce qu'a voté la Commission européenne, par contre, pour inciter à l'amélioration et à la réduction de l'empreinte, c'est que justement l'iPhone évolue vers un modèle plus modulable et plus réparable de ces téléphones. Super, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et encore une dernière petite question concernant les solutions de stockage. Est-ce que vous avez des conseils pour un stockage fiable et responsable aujourd'hui? Thomas? Sur un stockage de données, on parle, c'est ça, j'imagine. Oui. Dans l'absolu, il faudrait rentrer un petit peu dans des sujets techniques. Je dirais que dans l'absolu, déjà, un stockage responsable, c'est lorsqu'on essaie de faire en sorte qu'on n'ait rien à stocker, déjà, ou le moins possible. Donc, c'est-à-dire avant tout, en amont, justement, des enjeux autour de la sobriété des données, de l'éconception des services numériques pour qu'ils soient les plus légers possibles. Donc, par exemple, le fait d'éco-concevoir son site web pour que chaque page, chaque requête du site soit la plus légère possible. Donc déjà, ça, c'est peut-être la première étape sur un stockage responsable. Et ensuite, alors, si on parle vraiment de la machine pour stocker la donnée, bon, ça, voilà, tout dépend des besoins des entreprises. Mais typiquement, aujourd'hui, on a par exemple, je vais reprendre le cas du cloud, on a des types de services dans le stockage dans le cloud, comme chez AWS, où ils ont mis en place un type de machine, je crois, qui s'appelle du S3 Glacier, donc pour glacier. Et c'est justement une technologie qui est très sobre en énergie pour récupérer et stocker de la donnée qui va être à peu près inerte sur la machine et donc consommer quasiment rien dès l'instant où elle est mise dessus.
Donc, c'est technique, il y a de toute manière énormément de technologies et de façons différentes de stocker, mais je dirais que voilà, en amont, ce qui est vraiment à la main de l'entreprise, au-delà après des équipements, des machines qu'on met à sa disposition, c'est de bien de concevoir ces services pour que derrière, les besoins en ressources associées soient les plus légers possibles. Merci beaucoup pardon, je te coupe, Mina. Je pense que le temps arrive à sa fin. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Malheureusement, on n'a pas le temps de toutes les répondre aujourd'hui. Mais surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des emails si vous avez plus de doutes ou de questions. Et demain, vous recevrez un recap du webinaire et une checklist de gestes numériques éco-responsables à implémenter. Et Clémence et Thomas, je voulais vous remercier pour toutes vos réponses. Et c'était vraiment super intéressant. Et je pense que pour la plupart des gens maintenant, c'est un peu moins obscur le thème de l'impact environnemental du numérique. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à notre session d'apprentissage collectif. Et voilà, je vous dis merci et à bientôt pour un prochain Impact Coffee. Merci beaucoup. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur la mesure et d'autres. Enfin, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que c'est le but de nos entreprises et de Greenly, notamment avec Greenly IT et de Digital for Better, justement de faire cette mesure. Donc, si vous avez des questions, vous avez nos adresses mail. En tout cas, je sais que pour ma part, ça me fera un plaisir de vous accompagner, notamment si vous avez des projets d'entreprise de transformation en numérique responsable. Et je pense que, Thomas, je te laisse la parole, mais que ça sera aussi ton cas. Oui, complètement. C'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a largement de quoi faire et effectivement, on a encore, je pense, même trop peu d'acteurs à s'investir sur ce sujet assez colossal et effectivement, on serait ravis de pouvoir échanger, de rentrer plus dans le détail des enjeux des entreprises que vous représentez pour trouver des solutions. Super. Bon, merci à tous et bon après-midi, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci à tous. Au revoir, merci.